Regardez, je comprends que c'est une généralisation et qu'il est peu probable que tout le monde soit entièrement d'accord avec cela, car, comme on le sait, les compagnies de câbles suscitent chez la majorité des personnes de nombreux sentiments négatifs. Il n'existe probablement pas une personne qui en parle positivement ou qui leur accorde une confiance totale dans leur travail. Il a même été créé un schéma particulier, ce qu'on appelle l'indice américain de satisfaction des consommateurs, qui est réalisé chaque année. Dans le cadre de cette étude, des milliers d'Américains sont interrogés pour comprendre dans quelle mesure ils sont satisfaits des services proposés et du travail de diverses compagnies. Ces résultats sont en réalité assez complexes à évaluer de façon univoque, mais dans l'ensemble, les indicateurs de satisfaction les plus faibles sont généralement ceux des compagnies de câbles et des fournisseurs d'accès à Internet. Et pour être franc, ce n'est pas une surprise pour personne que ces secteurs soient ceux où la désapprobation des consommateurs est la plus forte. La cause de cette insatisfaction est généralement liée à leurs pratiques pas tout à fait honnêtes. Ils réussissent à dissimuler des frais cachés dans les factures, à imposer des services et des chaînes que les clients n'ont pas spécifiquement commandés, et font tout pour compliquer la compréhension de leur forfait pour les utilisateurs lambda. Ils offrent des plages horaires alarmantes pour l'intervention de techniciens pour l'installation ou la réparation, parfois même en fixant un rendez-vous à un moment peu pratique pour le client, et finissent par arriver avec un retard d'une quinzaine de minutes par rapport à l'heure prévue. De telles situations sont depuis longtemps sujets à des blagues et à des moqueries, car dans ces circonstances, l'entreprise paraît maladroite et inefficace. La figure principale derrière bon nombre de ces phénomènes négatifs, ces dernières années, est considérée comme étant la société Comcast. C'est d'elle que l'on parle le plus souvent dans les derniers rangs des classements, et elle est considérée comme la plus détestée parmi les fournisseurs de câbles et d'Internet. Les évaluations de satisfaction des consommateurs, publiées par différents instituts de recherche, placent régulièrement Comcast en bas du classement en ce qui concerne la fiabilité et la qualité du service. Et c'est un fait très triste, surtout si l'on considère que Comcast est la plus grande entreprise dans le domaine de la télévision par câble et de l'Internet aux États-Unis. En général, elle couvre une vaste région et sert des millions de clients. Selon les données les plus récentes, la société affirme être le plus grand opérateur de câbles aux États-Unis, et ce n'est pas une simple assertion voilée. Si je devais faire une vidéo distincte, elle serait sûrement consacrée à l'étendue de la présence de Comcast et à son rôle dans l'industrie, car la majorité des gens ne se doutent même pas que l'entreprise est aussi grande. Et pour l'instant, je me permets d'ajouter quelques chiffres concrets pour mieux illustrer l'ampleur de ses activités. En particulier, sa zone de couverture en câblodistribution s'étend à 49 États, et ses services de connexion Internet sont accessibles à plus de 112 millions de personnes, ce qui représente environ un tiers de la population du pays. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 30 millions de clients, dont environ 28 millions sont des clients résidentiels, c'est-à-dire personnels. Parmi eux, environ 25 millions utilisent les services d'Internet haut débit, et une dizaine de millions supplémentaires sont des utilisateurs de services vidéo, c'est-à-dire payants pour des chaînes et des programmes télévisés. De plus, environ 10 millions d'abonnés sont connectés à ces lignes téléphoniques, fournissant des services vocaux. La restante partie de ces statistiques comprend un autre groupe, plus de 4 millions de clients, non évoqués ici, et de nombreux autres indicateurs qui permettent de comprendre l'ampleur de l'influence de cette société et le niveau de sa présence sur le marché. 1,1 million, à travers tout le pays, utilisent des services de sécurité domestique, d'automatisation de systèmes et de connexion de divers appareils pour créer une maison intelligente. Ces millions de clients représentent toutefois bien plus que le simple chiffre d'utilisateurs de ces services spécialisés. Leur nombre total atteint des chiffres beaucoup plus importants, environ 48 millions de personnes, car la majorité d'entre elles paient pour plusieurs services offerts par la même société de télécommunications, comme par exemple Comcast, simultanément. Cette pratique, dite du paquet ou du principe regroupé, est très répandue dans le secteur des télécommunications. L'entreprise propose à ses clients la possibilité d'acquérir plusieurs services à un tarif réduit, généralement la télévision, Internet et la téléphonie. Grâce à cette stratégie, elle parvient à retenir ses clients et à augmenter ses revenus. Et en effet, aujourd'hui, le revenu mensuel moyen par client pour ces sociétés dépasse $150. En d'autres termes,
Si l'entreprise compte 40 millions de clients, le revenu mensuel moyen de chacun d'eux s'élève à peu près à 150 $. Au final, le revenu global de tous ces utilisateurs dépasse 50 milliards de dollars par an. Il est intéressant de noter que, malgré le fait que la majorité des consommateurs abordent ces sociétés avec une certaine méfiance ou même de l'insatisfaction, ils continuent néanmoins à payer pour ces services, souvent sans réfléchir à l'ampleur de leurs dépenses. Pourquoi cela? La réponse est assez simple. Il n'existe presque pas d'alternative. Pour la majorité des habitants, surtout ceux vivant en ville ou en banlieue, sortir de ce cercle est pratiquement impossible sans perdre l'accès à la télévision ou à Internet, ces services étant considérés comme indispensables à la vie moderne. C'est pourquoi beaucoup sont contraints de rester dans le système existant, de traiter avec les géants du secteur comme Comcast. Et savez-vous que la base de tout cela réside dans ce que l'on appelle les contrats de concession de franchise de câble? En essence, c'est le mécanisme clé qui sous-tend la relation entre les autorités locales et les sociétés de télécommunications. En termes simples, si une grande compagnie de câblodistribution, comme Comcast, souhaite fournir ses services dans un certain quartier, elle doit conclure un accord avec les autorités municipales ou locales. Ces accords couvrent plusieurs aspects importants. Principalement, la ville accepte de permettre à l'entreprise de poser des câbles, d'installer du matériel et d'exercer ses activités dans cette zone. En échange, l'entreprise s'engage à payer une somme mensuelle dépendant du nombre de clients qu'elle a connectés à ses services. En général, ce paiement s'élève à 1,5 $ par client. Bien que les chiffres précis puissent varier légèrement, l'essentiel est que ce paiement ne dépasse jamais 5% des revenus totaux de l'entreprise. Après la signature de cet accord, l'entreprise a le droit d'offrir ses services aux habitants du quartier, à tous les prix qu'elle juge appropriés, tout en ajoutant systématiquement cette même redevance, 1,5 $ par client, au coût du service. C'est cette petite mais obligatoire redevance qui apparaît régulièrement sur votre facture de câble ou d'Internet, souvent sous forme d'une ligne séparée. Chaque année, le montant total de ces redevances dans tout le pays représente environ 1% du revenu global du secteur. En d'autres termes, même si ces redevances sont faibles par rapport au chiffre d'affaires total des entreprises, leur effet cumulé est notable et influence fortement la fixation des prix et la perception qu'ont les clients des services. Dans le domaine des télécommunications, il existe de nombreux aspects complexes et multiformes, souvent cachés derrière la politique d'entreprise et les ententes mutuelles entre grandes compagnies. L'un de ces aspects, assez intéressant mais non officiel, est un accord tacite entre les principaux acteurs du secteur sur le respect de ce qu'on pourrait appeler des frontières territoriales. Dans ce contexte, on peut dire qu'un équilibre clandestin ou un accord non écrit régit leur activité, limitant la compétition entre eux. En somme, c'est une sorte de non-dit qui interdit de s'attaquer mutuellement dans certains segments de marché, permettant à chaque entreprise de conserver sa part de marché sans risquer de la perdre de façon frauduleuse ou précipitée à cause de guerres de prix ou d'autres agressions commerciales. En termes simples, les autorités municipales ou réglementaires, agissant comme un producteur ou un arbitre pour l'accès à un club privé, ont pour tâche de décider qui et dans quelles limites peut entrer sur le marché. En conséquence, le client potentiel, nous donc, doit se fier à ces décisions. Cette démarche, en pratique, limite la diversité et la concurrence dans une zone donnée, ce qui nuit à la qualité des services offerts, car cela créait presque un système fermé, dans lequel les mêmes entreprises obtenaient le droit exclusif d'exercer leur activité, et peu importe leurs efforts pour attirer des clients, que ce soit en améliorant le service ou en proposant de meilleures offres, la concurrence jouant son rôle, ces restrictions empêchaient toute évolution et amélioration des services pour l'utilisateur final. De là découle une conclusion clé, mais très importante. Dans une telle situation, une entreprise en position dominante sur le marché, et il ne faut pas non plus inclure dans cette catégorie la société Comcast, perd tout incitatif à se battre pour la vitesse ou le prix, pour la qualité du service ou d'autres avantages. En réalité, cette motivation n'émerge pas, car le système crée une situation dans laquelle la concurrence est quasiment inexistante. Et ce qui est le plus désagréable, c'est qu'en 2014, le niveau d'antagonisme envers Comcast atteignit probablement son apogée lors de leur tentative d'acquérir la société Time Warner Cable.
Il faut rappeler que Comcast elle-même est une géante, couvrant une grande partie du marché. Et même si en 1934, elle était encore plus grande qu'aujourd'hui, lorsque l'on évoquait une prise de contrôle de Time Warner Cable, cela ressemblait à une véritable invasion d'informations. Le montant de la transaction s'élevait à environ 45 milliards de dollars, et tout semblait indiquer que ce projet ambitieux allait aboutir. L'appui des deux entreprises, Comcast et Time Warner, était évident, et on pensait que l'accord allait bientôt se réaliser. Mais presque tous se sont opposés à cela. La société, d'autres concurrents, mais aussi les autorités de régulation. La première à exprimer son mécontentement fut la population, qui eut une influence considérable sur la situation. Parallèlement, d'autres acteurs du secteur et les organismes chargés de faire respecter les règles antitrust se sont également opposés à cette fusion. Il faut noter que le ministère de la Justice et d'autres structures publiques manifestèrent une méfiance manifeste, voire parfois une certaine indignation. La principale raison de leur résistance était que le statut de monopole collectif de Comcast était déjà suffisamment élevé et que l'expansion par fusion avec Time Warner Cable ne ferait que renforcer cette dominance. Plus largement, il est devenu évident qu'après la fusion, la nouvelle entreprise pourrait contrôler plus de la moitié du marché national de l'accès à Internet à large bande, ainsi qu'une part de plus de 30% dans le segment de la télévision payante. Pendant près de janvier et février 2015, les autorités et les organismes en charge ont mené de longues procédures d'examen et de validation, tentant de convaincre les régulateurs d'approuver la fusion. Cependant, après environ 1 an, il est devenu clair que le ministère de la Justice comptait bloquer cette opération. En conséquence, l'entreprise a décidé de renoncer à ses démarches et d'abandonner son projet de fusion avec Time Warner Cable. Finalement, la cérémonie de fusion tant attendue n'a pas eu lieu, bien qu'il ait été inutile d'espérer que toutes les questions disparaîtraient demain. La tension dans le secteur, la lutte pour le contrôle et les territoires ont encore duré assez longtemps. Le résultat le plus important, et peut-être le plus visible pour le consommateur de toute cette situation, est l'aggravation de la qualité du service. Des mesures aussi complexes que le niveau de satisfaction ou le degré d'attention porté aux clients sont relativement difficiles à calculer ou à exprimer en chiffres. Mais de nombreux cas où les clients ont été confrontés à un traitement déplorable de la part de Comcast témoignent d'un problème sérieux. Parmi ces cas, certains semblent presque incroyables, mais il s'agit néanmoins de situations réelles qui illustrent à quel point l'entreprise, parfois, pouvait sombrer dans ses manifestations les plus honteuses. Et une seule de ces histoires pourrait suffire à en faire un sujet à part entière. Si l'on parle des incidents les plus marquants et célèbres, probablement le plus connu d'entre eux est l'incident impliquant Ryan Block. Il a été si marquant et retentissant qu'il a immédiatement fait la une des médias. L'histoire s'est déroulée de la manière suivante. Ryan Block a appelé le service client de Comcast pour une demande ordinaire, annuler son abonnement. Quoi de plus simple? Mais au cours de cet appel, s'est produit un véritable fait cocasse. L'opérateur, au lieu de traiter simplement la demande d'annulation, a commencé à tout faire pour en empêcher le client, insistant pour connaître les raisons de son départ, alors qu'il aurait suffi de satisfaire sa demande. De plus, l'opérateur a tout mis en œuvre pour esquiver la fonction d'annulation, obligeant Block à s'expliquer et résistant à la procédure, ce qui a provoqué une tempête de colère. Cet incident est devenu si emblématique et illustratif que tous les médias en ont parlé, qu'il a été largement diffusé et qu'il est devenu le symbole du mépris qu'une grande entreprise peut témoigner envers ses clients. Toute cette polémique a même été conservée en vidéo, où l'on voit clairement comment l'opérateur retardait et gênait le client dans la finalisation de sa démarche, tout en suscitant un sourire par l'absurdité de la situation. Tout au long de cette histoire, je tiens à vous prévenir. L'écouter est absolument désagréable et même pénible, car le représentant du service support se comporte de façon vraiment ridicule et provocante. Il maintient une attitude détendue, voire amicale, malgré la stupidité et l'irrationalité de ses actions. Toute la conversation, et sans doute sa partie la plus représentative, est celle où il note avec amertume que cet appel constitue un exemple clair et véritablement éducatif de pourquoi il refuse de continuer à collaborer avec Comcast.
Ces paroles ressemblent à une confirmation du fait que cette entreprise n'hésite pas à recourir à des méthodes peu scrupuleuses pour garder ses clients. J'aimerais beaucoup pouvoir dire que de telles situations sont isolées, exceptionnelles, mais, d'après la réaction du public et les nombreux retours que j'ai pu observer, ce comportement de certains employés semble se produire assez fréquemment. D'après tout ce que j'ai entendu et observé, j'ai l'impression que les employés de Comcast subissent une pression très forte afin de garder le client, sans tenir compte de ses problèmes réels ou de son insatisfaction. L'un de ces cas est l'histoire d'Aaron Spain, qui illustre toute la profondeur du mépris et de l'incompétence qui règne dans cette entreprise. Il a été confronté à une situation survenue seulement 1 mois après une nouvelle tentative de résolution de conflit. Il a appelé le service client et sa ligne est restée en ligne sans interruption pendant 3 heures. Lorsqu'enfin son appel a été répondu, il a découvert que le bureau au bout du fil avait fermé précisément au moment où il était en ligne en attente. Autrement dit, tous les employés s'étaient simplement absentés sans l'en avertir, sans explication ni adieu, le laissant dans l'incompréhension totale et une situation inconfortable. Et ma histoire préférée, probablement la plus surprenante par son absurdité fabuleuse, concerne Gary O'Reilly. Cet homme a emménagé dans une nouvelle maison près de Chicago avec sa femme enceinte et leur fils de 2 ans. L'une des premières étapes importantes après le déménagement a été de connecter complètement ces nouveaux systèmes techniques, en commandant un pack complet de services chez Comcast. Il a fait installer Internet, la télévision par câble, ainsi qu'un système d'alarme et un thermostat numérique dans la maison. Tout son choix était motivé par le souhait d'assurer confort et sécurité à sa famille, et il pouvait compter sur la qualité et la fiabilité de ses services. Lorsque les techniciens sont arrivés, ils ont terminé l'installation en seulement 8 heures, ce qui est une durée relativement courte compte tenu de l'ampleur du travail. Mais, dès quelques heures après leur départ, les problèmes ont commencé. Le thermostat numérique a commencé à mal fonctionner, affichant un comportement imprévisible. Ce n'était pas un simple appareil mécanique, mais un modèle moderne, impossible à régler manuellement, tout étant contrôlé par un système automatique. Quand il a découvert le dysfonctionnement, il a compris qu'il ne pouvait pas gérer lui-même le chauffage ou le refroidissement de la maison. Rapidement, sa maison s'est remplie de froid, et la température intérieure a commencé à geler littéralement, alors qu'il faisait très froid dehors. Cette fois, Comcast l'a laissé à son sort, et il a dû attendre plusieurs jours que les techniciens du service client interviennent pour réparer la panne en remplaçant l'appareil défectueux. Toutefois, le problème n'a pas été totalement résolu. Lorsque le nouveau thermostat a finalement été mis en marche, une facture a été établie indiquant le prix du nouvel appareil. Aaron trouvait injuste et malhonnête de devoir payer pour un équipement défectueux, car il s'attendait à recevoir du matériel parfaitement fonctionnel. Il a alors entamé une lutte acharnée avec le service client, contestant et prouvant qu'il ne devait pas payer pour ce qui avait été installé avec de graves défauts. Il a passé environ 8 à 10 heures à se battre et à expliquer, jusqu'à ce qu'enfin il réussisse à faire retirer ce dispositif de son compte. Environ 1 mois plus tard, la situation s'est répétée. Le même thermostat a de nouveau été défectueux. Une fois de plus, il a fallu le remplacer, et encore une fois, des frais lui ont été facturés, qu'il a dû contester longuement et avec persévérance. Il a de nouveau passé des heures à parler avec les opérateurs du support, prouvant qu'il était inacceptable de payer pour un équipement défectueux. Après un certain temps, il a été contraint de remplacer un 3e thermostat, qui, selon lui, demandait fréquemment le changement de piles. Il racontait devoir les changer presque plusieurs fois par semaine. Lorsqu'il a signalé cela à Comcast, on l'a ignoré et on lui a simplement conseillé de continuer à changer les piles au fur et à mesure, sans prendre d'autres mesures. Et comme lors des précédentes fois, ce 3e modèle aussi a fini par cesser de fonctionner, obligeant à installer un 4e. Cependant, après quelques mois, celui-ci est aussi tombé en panne, comme sous l'effet d'une mystérieuse défaillance. Gary O'Reilly mérite indéniablement des louanges pour sa ténacité et sa patience, puisqu'il a supporté bien plus que presque n'importe qui. Mais finalement, il en a eu assez, et il a simplement résilié tous ses services avec cette entreprise. À peine avait-il fêté la fin de leur collaboration qu'il a reçu, à sa grande surprise, une facture de résiliation s'élevant à $1 000. Oh oui, $1 000!
il a refusé catégoriquement de payer cette somme, la jugeant injuste et injustifiée. Ce refus a entraîné une chute brutale de son score de crédit de 150 points, ce qui a considérablement compliqué ses chances de refinancer ou de réaliser un nouvel emprunt immobilier. Tout cela à cause d'un traitement irresponsable et incompétent de la part de Comcast, qui a pratiquement ruiné sa vie, en lui retirant sa stabilité financière et en créant une multitude de problèmes liés à son crédit. Ces exemples semblent si incroyables qu'il est difficile d'y croire, et je dois faire très attention à la manière dont je formule mes propos. Pourtant, je voudrais partager avec vous certains faits qui se sont réellement produits et qui suscitent la surprise. Par exemple, il existe plusieurs cas où les factures des clients de Comcast ont été envoyées avec leur vrai nom, qui, pour une raison étrange, ont été remplacées par une insulte grossière et vulgaire. Cela paraît presque invraisemblable, et honnêtement, cela semble incroyable, mais au moins 4 cas ont été confirmés, dont j'ai personnellement entendu parler ou auxquels j'ai été confronté, même s'il semble que le nombre de tels incidents ait pu être bien plus élevé. Simplement, tous ne sont pas devenus publics. Voilà ce que je peux en dire. Ce n'est qu'une petite partie de l'histoire, car il existe une quantité innombrable de tels cas. Ceux que j'ai mentionnés sortaient particulièrement du lot par leur caractère choquant. C'est drôle, tous ces incidents se sont produits en 2014. Juste à cette période, alors que l'entreprise tentait d'acquérir un autre grand opérateur de tapins d'ER, Tapin, la deuxième entreprise la plus importante dans la liste des meilleures et des pires sociétés américaines. Déjà l'année suivante, conscient de la dégradation de la qualité du service et des nombreux retours négatifs, la direction a entrepris de développer un plan d'amélioration. Ce plan comprenait bien plus que de simples changements cosmétiques. L'entreprise avait l'intention d'élever considérablement le niveau de service. Ils ont commencé à embaucher environ 5500 nouveaux employés du service client, ouvert de nouveaux centres de support modernes, apporté des ajustements à certaines politiques internes et fait des efforts pour accroître la transparence de leurs prix. Tout cela, apparemment, a commencé à donner des résultats positifs. Désormais, la situation, autant que je peux en juger, s'est quelque peu améliorée. Même si beaucoup continuent d'avoir une impression peu agréable de Comcast, leur qualité de service et leur attitude envers les consommateurs suscitent encore du mécontentement. Cependant, les sondages d'opinion montrent que la situation évolue progressivement vers le mieux. J'aimerais bien connaître votre avis sur Comcast. Comment percevez-vous ce géant des télécommunications ? Votre attitude à son égard a-t-elle changé avec le temps ou est-elle restée la même ? J'espère qu'il n'est pas nécessaire de préciser que cette liste n'est pas exhaustive et que ce sont là au moins les aspects négatifs les plus importants et les plus discutés. Si vous avez vos propres histoires ou expériences à partager, qu'elles soient personnelles ou tirées du récit d'autrui, je serais ravie de les entendre. En effet, parfois, ce seraient ces incidents incroyables, voire humoristiques ou surprenants, qui aident à comprendre jusqu'où peut aller un mauvais service ou une attitude négative de la part d'une grande entreprise. En résumé, je vous remercie pour votre attention et pour le temps que vous consacrez à ce sujet, car toutes ces questions sont importantes et passionnantes dans le contexte de la vie moderne, dans le domaine des communications et du service à la clientèle.